LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Hop là. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi, le magazine de l'écomobilité. Pour ce numéro de rentrée, nous avons choisi d'explorer un thème qui nous fascine tous, la vitesse. Et pour bien commencer l'année, nous avons rendez-vous sur une piste d'essai ZE. Attendez-moi, ZE pour zéro émission. Rendez-vous avec un invité très prestigieux, Alain Prost, 4 fois champion du monde de Formule 1. L'homme qui a roulé à plus de 300 km/h nous dira si la vitesse est toujours une valeur d'avenir. Depuis que l'homme se déplace, depuis qu'il voyage, il rêve d'aller toujours plus vite, toujours plus loin. Et ce n'est pas notre chroniqueur Gérard Felzer qui dira le contraire. Cette semaine, Gérard a choisi de nous raconter le mythe du vol hypersonique, plus de 6000 km/h. Un mythe qui pourrait, vous allez le voir, devenir réalité très prochainement. Pour nous autres terriens, en revanche, la vitesse doit devenir raisonnable. Elle a désormais atteint un coût absolument exorbitant. Et pourtant, tout a commencé il y a moins de 200 ans avec des engins qui ne dépassaient pas 10 km/h. 10 km/h. Pendant longtemps, la vitesse dans les transports, ce fut celle des chevaux. C'est avec ce genre de voiture, aujourd'hui réservée aux touristes, qu'on voyageait autrefois à travers toute la France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on avait le temps d'admirer le paysage par la fenêtre. Vitesse maximum pour cet attelage, 30 km par jour. C'est peu si on veut traverser tout le pays. Alors pour couvrir de grandes distances, rapidement, nos ancêtres avaient mis au point un système de relais. Nous sommes dans les Ardennes, dans un ancien relais de poste. Les véhicules entraient soit par cette porte celle ici, soit par cette porte-là, et se stationnaient dans cette cour. À partir de là, il fallait changer les chevaux fatigués, fourbus, pour en mettre des chevaux frais. Les passagers se restauraient, et quand ils remontaient dans leur diligence, celle-ci était équipée de nouveaux chevaux en pleine forme, capables de poursuivre le voyage immédiatement. Pas besoin d'attendre que l'attelage fatigué reprenne ses forces. Le relais, c'était en quelque sorte la station-service de l'époque. Mais au lieu de faire le plein, on changeait directement le moteur. Des relais comme celui-ci, il y en avait partout le long des routes. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui encore le nombre impressionnant de restaurants et autres hôtels de la Poste. Ce sont très souvent d'anciens relais. Grâce au changement de chevaux, les diligences avançaient à grande vitesse. Voilà ce qu'il fallait compter pour aller de Paris à Sedan au XVIIIe siècle. En partant de Paris le lundi à 6 h, on arrivait à Reims le mercredi à 19 h, puis à Mézières 2 jours plus tard le vendredi à 17 h, et enfin à Sedan le samedi à 11 h, soit 5 jours et demi pour couvrir 57 lieues, environ 250 km. En gros, 50 km par jour. Pour un Paris-Marseille, comptez 20 jours. Et cela sans dépasser les 9 km/h réglementaires prévus pour ménager les chevaux. Et oui, déjà des limitations de vitesse. Le système était bien rodé, mais au XIXe siècle, les écuries des relais se vident brutalement. C'est l'apparition de la vapeur, l'Europe se couvre de chemins de fer, la naissance du train bouleverse le monde des transports, et la vitesse fait un incroyable bond en avant. Les allures atteintes sont inédites, fascinantes, voire au départ inquiétantes. Les vitesses jugées vertigineuses de 35 à 40 km/h de premier chemin de fer étaient perçues éventuellement en termes négatifs pour la santé publique. Et certains médecins laissaient penser que le chemin de fer bouleversait la physiologie et la physionomie des personnes. La vitesse grimpe régulièrement. En 1850, un Paris-Marseille ne dure plus que 20 heures. Vers 1900, on passe même à 12 heures. C'est une révolution. Autre nouveauté considérable, l'automobile. Avec elle, naît la vitesse individuelle. Au début du XXe siècle, la voiture se démocratise et les rues se remplissent de véhicules. On ne va pas encore très vite, notamment à cause de l'état des routes. Dans les années 30, pour aller de Paris à Marseille en voiture, il faut bien 2 jours.
8 h du matin et les 403 attendent les journalistes à qui elles vont être présentées. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France se modernise et ses voitures aussi. Les nouveaux modèles toujours plus performants sont lancés en grande pompe avec le concours très spontané d'un célèbre acteur de l'époque. Quel est donc ce jeune couple élégant? François Perrier et sa charmante femme, ils sortaient de chez eux. Heureusement que la 403 a de bons freins. Congratulations, bonjour. Mais c'est surtout avec les autoroutes dans les années 60 qu'on approche des vitesses que nous connaissons aujourd'hui. Plus vite, toujours plus vite. De son côté, le train poursuit sa quête de vitesse et de record tout le siècle durant. Les chronométreurs contrôlent la vitesse avec application. 325. Nous avons atteint 380 km/h sur la rame. Grâce au TGV, Marseille est aujourd'hui à 3 heures de Paris. Mais il n'est pas sûr qu'on aille beaucoup plus vite. La SNCF pratique la doctrine de ce qu'on appelle la vitesse optimale économique. Ça ne sert à rien de rouler à 400 à l'heure aujourd'hui, vous ne remplirez pas plus les TGV qu'à 300. Alors qu'il importait il y a une trentaine d'années, pour remplir les trains, d'aller un peu plus vite. Dans le ciel, en revanche, certains ne voient aucune limite à la vitesse. Malgré les apparences, ce transporteur américain ne largue pas un missile, mais un prototype d'avion ultra rapide, le Wave Rider. Le but de cet essai, atteindre des vitesses hypersoniques, c'est-à-dire supérieures à 6000 km/h. En Europe, il y a également des projets d'engins hypersoniques. Le LAPCAT 2 volera peut-être dans 25 ans et reliera l'Australie à l'Europe en moins de 4 heures. Grand comme 2 Airbus A380 et dénué de hublots qui fondraient sous l'effet du frottement de l'air à pareille vitesse. On est loin, très loin de l'avion des frères Wright qui fascinait les foules il y a seulement un siècle et qui atteignait la vitesse vertigineuse de 50 km/h. Nous y sommes, au pied d'un morceau de notre patrimoine industriel, la porte des anciennes usines Renault sur l'île Séguin. C'est ici que sont nés, de 1929 à 1992, les 4L, 4 chevaux, R5 et que sont aujourd'hui testés les nouveaux véhicules Z2, zéro émission, comme cette petite voiture électrique qui plafonne à 80 km/h. La vitesse pourtant reste un graal dans certains secteurs, chez les avionneurs notamment, qui rivalisent de projets pour donner une descendance au Concorde. Et c'est justement la chronique de Gérard Felzer. Bienvenue à bord du Concorde. 34 ans se sont écoulés entre le premier vol du supersonique et le dernier vol commercial. Tous les jours, cet avion volait à 2200 km/h, ce qui nécessitait une maintenance hors du commun. 20 heures de maintenance pour chaque heure de vol, soit 10 fois plus que pour un avion classique. Suivez-moi. Je vous emmène dans le cockpit du Concorde. Le cockpit est certainement celui qui est le plus étroit de tous les avions commerciaux qu'on ait jamais fabriqués. L'avance technologique du Concorde a largement contribué au succès commercial de l'Airbus. Il avait de l'avance, regardez, le transfert de fuel pour équilibrer l'avion, le système automatique de freinage, les commandes de vol électriques. Et quand on pousse sur les manettes de gaz, la consommation, elle, s'avance à 2700 litres par minute. C'est considérable. Mais au bout de 30 secondes, on est à la vitesse de décollage, soit 360 km/h. L'extraordinaire densité d'instruments est due au fait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écran. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de mettre les informations sur un écran. D'où il y en a partout. Il y en a au plafond, il y en a devant, il y en a derrière. Et surtout, le panneau mécanicien est une véritable cathédrale. La cabine du Concorde a été dessinée par les plus grands designers pour concilier le confort et l'étroitesse du fuselage, indispensable à une meilleure pénétration dans l'air. Ainsi, 100 passagers prenaient place à bord, ce qui fait 10 tonnes avec leur bagage, à comparer aux 100 tonnes de carburant pour les emmener à New York. Un supersonique, ça a une aile particulière. Venez, je vais vous emmener sur l'aile du Concorde. Pour franchir le mur du son, il faut une aile d'une forme particulière. Cette forme, appelée gothique flamboyante, permet à l'avion de voler à une altitude de 18 000 mètres, soit 6 000 de plus que les avions traditionnels. Il y a déjà dans les cartons des avions qui vont voler en hypersonique, c'est-à-dire plus de 5000 km/h. Mais la forme de leurs ailes sera pratiquement la même, car il faut loger le carburant, respecter l'aérodynamique et aussi atténuer la signature du bang sonique. Ces moteurs Rolls-Royce ont été conçus pour voler à des vitesses supersoniques.
Au-delà, il va falloir changer d'échelle, c'est-à-dire des statoréacteurs comme les missiles actuels, ou pourquoi pas des moteurs fusées qui, eux, seront capables de vous emmener à plus de 100 km d'altitude, l'altitude minimum pour avoir le diplôme d'astronaute, et pourquoi pas accélérer à 28 000 km/h, la vitesse minimum pour vous emmener dans la station orbitale, satellisée autour de la Terre, comme actuellement le font les astronautes, en moins de 15 minutes. Ça va pas trop vite. Ça, j'ai le temps de le reconnaître, c'est lui. Alain Prost. Oh là! Déjà en train de tourner, donc nous au volant, faut le rattraper. Voilà, sincèrement, si on m'avait dit que j'allais rouler aux côtés d'Alain Prost à moins de 15 km/h, je l'aurais jamais cru. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Le plus surprenant, c'est que quand l'équipe de Transportez-moi a contacté la vôtre, en disant qu'on voulait parler du thème de la vitesse, on s'est tout de suite entendu dire « Ouh là là, attention, Alain Prost ne fera pas l'éloge de la vitesse ». J'ai jamais fait l'éloge de la vitesse. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on dit j'ai roulé à 300 à l'heure, 350, je ne suis jamais impressionné par ça. Mais ça procure une ivresse quand même. Ouais, moi, la vraie ivresse, le vrai plaisir que j'ai eu, c'est l'efficacité, c'est la performance. Si on parle de compétition, la voiture que vous avez, vous essayez de la développer, de la mettre au point pour être le plus efficace possible. C'est pareil voilà, dans la vie. Aller vite, pour moi, la vitesse en elle-même, non, c'est adapté à votre utilisation, enfin l'utilité que vous en avez. Et surtout la maîtriser, parce que c'est relativement facile d'aller à 300 à l'heure sur une route toute droite. C'est bien entendu complètement autre chose de passer un virage à 200 ou à 250. Et je crois qu'on fait un peu trop facilement l'amalgame entre les deux. Alors là, par exemple, vous parliez de performance. Justement, la notion de performance, le grand public parfois l'aperçoit comme l'équivalent de la notion de vitesse. En ce moment, vous conseillez Renault, par exemple, pour la mise au point d'un nouveau moteur de Formule 1 qui doit respecter ce que j'appelle les 3 P, plus petit, plus performant, plus propre. La performance, ça ne veut pas dire la vitesse absolue ou la voiture qui irait le plus vite possible. Non, c'est celle qui serait le plus efficace par rapport aux données du moment. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on veut avoir? C'est une voiture, si on parle de la série, si possible le plus léger possible, parce que c'est comme ça qu'on améliore la consommation. Donc qui dit poids, dit réduction en général et notamment au niveau moteur. Et si on arrive à faire des moteurs, des petits moteurs, notamment dans le futur de plus en plus turbo-compressés, qui auront une puissance quand même assez appréciable et en tout cas suffisante, et avec une consommation aussi très réduite. Donc c'est ça la vraie performance, c'est justement utiliser cette technologie que l'on connaît d'ailleurs depuis très très longtemps pour améliorer le quotidien des gens, améliorer le produit par rapport aux besoins du moment. D'accord, donc on peut espérer, là, grâce à ces innovations en F1, aller vers ces moteurs plus performants, plus petits, moins consommateurs. Exactement. C'est ça qui le rend plus propre. Ou c'est aussi le type d'énergie qu'il va utiliser. Il y aura une partie aussi, sans dévoiler encore de secret, mais une partie de récupération d'énergie et une partie électrique au niveau de la suralimentation. Alors c'est un peu complexe, un moteur complexe, mais justement on a besoin de ça pour après dans le produit avoir le même type de moteur, certainement un peu plus simple, mais très peu consommateur d'énergie. Ah, on va être obligé de se séparer, il y a des plots. Je passe devant Alain Prost, je passe devant Alain Prost. À 8 km à l'heure, mais bon. C'est quand même génial, j'ai Alain Prost dans mon rétroviseur. Bon, vous l'avez compris, hein, la vitesse, c'est une affaire de pilotes sur des circuits dédiés. Regardez ce reportage et vous allez très vite comprendre pourquoi nous devrions tous, toujours, respecter les limitations de vitesse. Gagner du temps. Un objectif pour beaucoup. Rouler. Ne pas traîner. Accélérer. La vitesse, mais à quel prix? Dans les causes d'accidents, la vitesse est souvent associée à d'autres facteurs. Alcool, perte de vigilance, faute des autres usagers, distance de sécurité. Mais selon la sécurité routière, la vitesse excessive ou inadaptée est impliquée dans 50% des accidents graves. Aujourd'hui, la vitesse est la deuxième raison de mourir sur la route. Voilà. Alors bien sûr, quand en plus il y a excès de vitesse et alcoolémie, là vous avez
tous les risques d'avoir un accident. Des chercheurs européens ont permis d'estimer qu'une baisse d'à peine 1% de la vitesse permet de réduire de 4% le nombre de morts. Une chose dont on est sûr, c'est que la vitesse accroît la gravité des accidents. Pourquoi on a limité en ville à 50 km/h? Il y a un gros travail qui a été fait sur des crash tests, etc. Et on s'est aperçu que si un piéton était heurté par un véhicule qui roulait à moins de 50 km/h, il était blessé. Et dès qu'on dépassait le seuil des 50 km/h, à partir de 55-60 km/h, le piéton avait de très fortes chances d'être tué. Mais c'est vrai que souvent en ville, vous dites, bon, bah, 60, 70, c'est pas si vite que ça. C'est la différence entre la vie et la mort de la personne que vous allez heurter. C'est pour ça que c'est très important. La vitesse est un facteur aggravant d'accidentologie, et notamment pour les deux roues. Moins protégés, ils sont plus vulnérables que les automobilistes. Vous savez, la vitesse tue tout le monde, et notamment les motards. Si vous chutez à 30 km/h, statistiquement, vous ne mourrez pas. Si vous chutez à 130 km/h, statistiquement, vous mourrez. Aujourd'hui, les deux roues, c'est moins de 3% du trafic et 24% des morts. Près d'un accident mortel sur 5 est dû à une infraction liée à la vitesse. Selon les estimations, le strict respect des limitations en 2011 aurait d'ailleurs permis de sauver près de 600 vies. Tant que la vitesse inscrite sur les compteurs dépassera celle inscrite sur les panneaux, les accidents ne ralentiront pas. Depuis le pic de 1972, on est passé de 18 000 morts par an à moins de 4 000 aujourd'hui, grâce à une prise de conscience et une importante série de mesures. Et si le bilan humain reste inacceptable, le coût financier, lui, est exorbitant. Tous responsables de la sécurité routière. En France, l'accidentologie a coûté au pays, si vous voulez, 23 milliards d'euros l'année dernière. 23 milliards d'euros, dont plus des 2/3 sont pris en charge par les assurances au titre des dégâts corporels et matériels. Nous, d'après nos chiffres, on estime qu'un décès sur la route, ça coûte pour les assureurs 100 000 euros en moyenne. Quant à l'indemnisation pour un blessé, elle peut dépasser 1 million d'euros pour les plus atteints. La décision la plus efficace à ce jour pour lutter contre la vitesse a été l'implantation des radars. Depuis leur généralisation en 2003, le nombre de tués a baissé de moitié alors que la circulation augmentait. Non seulement les radars sont efficaces, mais en plus ils rapportent gros. L'an dernier, ils ont généré 639 millions d'euros de recettes. Cet argent, ces 600 millions d'euros rapportés par les radars, sont intégralement reversés pour la lutte contre la sécurité routière. Coût humain, coût financier, la vitesse a également un coût écologique. Airparif, chargé de contrôler la qualité de l'air, fournit des mesures précises sur les dégagements de polluants par les véhicules. Plus on roule vite, plus on consomme de carburant pour parcourir la même distance. Alors ici, on mesure des polluants qui posent problème dans la région Île-de-France, comme le dioxyde d'azote ou comme les particules. Et donc, on effectue des mesures journalières. Et vous pouvez voir ici un filtre après une journée d'encrassement d'un axe routier important comme le boulevard périphérique. Et il est établi que réduire sa vitesse diminue les rejets de polluants par les véhicules. Par exemple, passer de 110 à 90 km/h permet de réduire de 25% les particules et de 15% les oxydes d'azote. Autre avantage, conduire moins vite coûte aussi moins cher. 10 km/h en moins sur 500 km permettent d'économiser 3 à 5 litres de carburant. Ainsi, ce geste à la pompe pourra être fait moins souvent. Alors, en attendant de pouvoir se téléporter, il nous reste à adopter l'éco-conduite. Un comportement de conduite citoyen qui permet de diminuer le risque d'accident ainsi que sa consommation de carburant. Ce qui est génial avec ces petites voitures électriques, c'est qu'on peut les brancher à peu près n'importe où, soit à des bornes, soit chez soi. Voilà, c'est une prise tout à fait
conventionnelle. Hein, non mais ça j'adore, il faut que je vous montre. Regardez, voilà, c'est la prise du sèche-cheveux voilà. ou du rasoir, comme à la maison. On branche sur une borne ou à la maison. Voilà, et 3h30 pour faire le plein. L'autonomie, c'est 100 km pour le modèle qui roule à 80. Voilà. Dans le reportage que l'on vient de voir, la fin évoque l'éco-conduite. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez? Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grands principes? L'éco-conduite. Je l'ai pratiqué même en F1. Ce qui veut dire qu'on a toujours un style de pilotage, on va dire, qui fait qu'on est un peu plus économe qu'un autre. Alors c'est sûr que sur une voiture de série, l'éco-conduite, c'est relativement simple. C'est d'être le moins brutal possible. Moins brutal en freinage, en accélération, enfin surtout l'accélération, et d'être, si possible, sur le bon rapport. C'est vrai qu'il y a des voitures aujourd'hui qui vous donnent des curseurs, des lumières vertes, par exemple, pour vous dire que vous êtes sur le... Voilà, surtout la lumière qui vous dit que vous êtes sur le bon rapport, et là, vous êtes automatiquement économe. Mais il y a des gros écarts, vraiment, entre deux personnes, on peut avoir des gros écarts de consommation. D'accord, donc ça veut dire respecter les limitations de vitesse, et donc ne pas solliciter la voiture au-delà de ce qui est nécessaire pour... Oui, voilà, vraiment l'accélération brutale, le frein brutal, d'être le plus souple possible, en dehors, bien sûr, des limitations qui font que plus on va rouler doucement et sur le bon rapport, et moins on va consommer, c'est vrai. On a parfois l'impression, côté grand public, à une époque, on cherchait à faire des voitures toujours de plus en plus rapides, donc pour ne pas dire performantes, de plus en plus rapides. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on entre dans une ère un petit peu nouvelle. On n'est plus dans l'ère du rouler le plus vite possible, mais peut-être dans l'ère du rouler mieux, à la fois grâce à l'innovation technologique et puis grâce à des comportements plus citoyens comme l'éco-conduite. C'est comme ça un peu que vous voyez les choses ? Oui, exactement. C'est vrai qu'on est on va dire à la fin d'un cycle, hein, au début d'un nouveau par rapport au transport. L'automobile est encore un moyen de transport très particulier parce que c'est un des seuls qu'on domine nous-mêmes. C'est-à-dire que l'humain, vous décidez d'accélérer ou pas. Quand vous êtes dans un train, dans un avion, vous subissez. C'est pour ça qu'on a un rapport avec l'automobile un peu compliqué. C'est la sienne. Et oui, c'est quand même un sentiment aussi de liberté qui est quand même qu'il ne faut pas non plus négliger. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours des voitures rapides, enfin ou performantes. Et puis il faut laisser ça. Il ne faut pas être ni jaloux ni critique parce que souvent ceux qui achètent des voitures très performantes, des voitures de sport, ils roulent encore souvent moins vite. Donc parce qu'ils n'osent pas les utiliser. Donc non, mais il y a un rapport avec l'automobile différent. Et c'est vrai qu'on va aller de plus en plus vers des voitures adaptées. On le voit par exemple ici avec la Twizy ou les voitures électriques qui vont sortir de plus en plus, beaucoup plus adaptées au cycle urbain. Oui, donc là, voilà, c'est typiquement une voiture adaptée à la circulation en ville qui ne va pas très vite. Oui, on va aller de plus en plus vers des voitures avec des petits moteurs, petites motorisations et une manière d'aborder l'automobile différente. Et encore une fois, la vitesse, ne mettez pas toujours la vitesse comme un défaut, comme un problème et la valeur suprême. Parce que quand on dit, voilà, il y a eu un accident de la route, mais dû à une vitesse excessive, je déteste ça. Pourtant, moi, je ne fais pas l'apologie de la vitesse, mais c'est souvent parce que ça a été une vitesse inadaptée, c'est souvent parce qu'il y a eu une inattention, ou alors on a utilisé son téléphone, ou bien on a roulé sous la pluie. En plus, c'est pas que la vitesse, c'est le facteur aggravant d'un comportement inadapté. C'est évident que quand on a un accident, la vitesse est toujours en cause parce que c'est le facteur aggravant. Mais il faut bien comprendre les causes pour que justement, il y en ait de moins en moins. D'accord. Petite question subsidiaire pour terminer. Est-ce que vous connaissez notre ministre des Transports, le nouveau ministre des Transports du gouvernement Ayrault? Je l'ai vu une fois ou deux en photo. Je n'ai jamais rencontré. Je ne me rappelle même pas son nom. Mais je ne le connais pas encore assez. C'est Monsieur Frédéric Cuvillier. Et pour la rentrée de Transportez-moi, il s'est présenté à notre équipe, lui et ses priorités qui sont le maritime, le fret et la mobilité urbaine. Ça tombe bien. Frédéric Cuvillier, je suis désormais ministre des Transports, de la mer et de la pêche. Le fait que soit accolée à la responsabilité des transports la responsabilité de la mer, de la pêche, et donc des transports maritimes, montre l'enjeu que peut représenter le maritime pour le pays. Trop souvent oublié, trop souvent négligé, alors même que 90% de l'économie mondiale est sur la mer. Il faut rendre moderne, efficace, performant le service public du ferroviaire. Et par ailleurs, ce sera l'occasion de pouvoir globalement engager une réforme du ferroviaire dès les prochaines semaines dans la discussion que j'ai commencée avec les organisations syndicales pour qu'il y ait une grande réforme permettant d'éviter notamment une forme, certains diront, de dumping social. Je ne veux pas que ce qui s'est passé pour le fret, le fait que cette réforme improvisée ait ruiné le fret ferroviaire, se reproduise pour le voyageur, que ce soit dans le domaine régional ou pour les lignes nationales.
Le ministère des Transports est aussi le ministère des Transports et de la mobilité. Il faut que nous puissions changer notre rapport au mode de transport. Pendant trop longtemps, il y a eu le tout grande vitesse, notamment dans le ferroviaire. Et cela s'est fait au détriment de l'entretien des réseaux du quotidien, qui sont pourtant la réalité de tous les jours pour chaque Française et Français qui ont besoin d'une efficacité dans le transport. Et peut-être changer également notre relation au transport. Vous savez, la place de la voiture est un vrai débat, une vraie évolution, non seulement dans nos villes qui s'adaptent, mais aussi dans notre quotidien qui doit être plus serein, plus apaisé lorsqu'il s'agit des questions de transport. Alain Prost, merci beaucoup de votre participation à ce numéro de rentrée. Le mois prochain, je vous retrouve au Mondial de l'automobile pour explorer les énergies du futur. Merci de votre attention. On rentre à pied ? Allez. Allez, on y va. Je passe devant. Je suis encore devant. Ouais. En fait, quand vous roulez en ville, est-ce que les gens ne vous font pas tout le temps envie de faire la course avec vous? Des trucs un peu nuls? Non, mais sur la route, oui. Ah oui, sur la route, oui. Si vous repère, LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.